Le Dassault MD452 Mystère 2, échec ou éclat éphémère. Dès le milieu de 1949, une révolution aéronautique se profilait à l'horizon, et elle allait porter la signature de Dassault. Le projet du MD452, qui allait devenir le légendaire Mystère 2, n'était pas simplement une évolution de l'Ouragan, mais une véritable audace technologique. À cette époque, l'aviation militaire française, encore marquée par les cicatrices de la Seconde Guerre mondiale et les premières étapes de l'ère de la guerre froide, cherchait à rattraper son retard face aux grandes puissances aériennes mondiales. Le bureau d'études, Dassault, fort de l'expérience avec l'Ouragan, allait se lancer dans un défi de taille, concevoir un avion de chasse capable de rivaliser avec les avions à réaction de plus en plus performants, tout en apportant une nouvelle dimension à l'aviation de chasse française. Le défi était de taille. Il ne s'agissait pas seulement de créer un appareil plus rapide ou plus maniable, mais de transformer les bases mêmes de l'aéronautique militaire. Le Mystère 2, en plus de moderniser le fuselage de l'Ouragan, allait s'offrir un design révolutionnaire, avec une voilure entièrement repensée. Ce changement majeur s'inspirait du célèbre F-86 Sabre, un avion américain reconnu pour ses performances, notamment grâce à sa structure aérodynamique et son aile à fort dièdre. Ce modèle allait inspirer les ingénieurs de Dassault à imaginer une aile qui maximisait l'aérodynamisme tout en permettant des performances à grande vitesse jamais atteintes par un avion français. Mais l'élément qui allait faire entrer le Mystère 2 dans la légende, ce n'était pas seulement son design ou sa vitesse. Ce chasseur allait accomplir un exploit qui marquerait un tournant décisif dans l'histoire de l'aviation militaire française. En 1952, le Mystère 2 devenait le premier avion français à franchir le mur du son en vol horizontal. Cet exploit, à une époque où la notion de vol supersonique restait encore théorique pour de nombreux appareils, allait propulser la France dans une nouvelle ère de la conquête du ciel. Le Mystère 2 n'était plus simplement un avion de chasse, il était devenu un symbole de l'ingéniosité française et de la capacité de Dassault à repousser les frontières de l'aviation à réaction. Au-delà de cet exploit, le Mystère 2 incarnait l'ambition de la France dans le domaine aéronautique. Un avion qui combinait puissance, maniabilité et modernité. Sa capacité à voler à des vitesses proches de Mach 1 et ses caractéristiques aérodynamiques novatrices allaient redéfinir les standards des avions de chasse dans les années 50 et marquer les esprits à travers le monde. Ce n'était pas simplement un avion de guerre, c'était un modèle d'innovation, un chef-d'œuvre technologique qui allait inspirer les générations futures. Aujourd'hui, revenons sur l'histoire de cet avion révolutionnaire, découvrons comment, sous la direction de Dassault, le Mystère 2 a ouvert la voie à une nouvelle ère dans l'aviation de chasse, et pourquoi, même aujourd'hui, il continue de fasciner les passionnés d'aéronautique. Nous allons explorer ses caractéristiques techniques, les défis de sa conception, et bien sûr, cet exploit incroyable qu'a été son passage du mur du son. Un jalon qui a marqué une étape essentielle dans l'histoire de l'aviation militaire. Cependant, ce bijou aérodynamique ne sera pas sans défi. L'allongement significatif de la voilure en flèche posait des questions complexes et le projet fut finalement mis de côté. Mais avant de plonger plus loin dans son histoire, laissez-moi vous dévoiler quelques chiffres fascinants. Une envergure de 11,72 mètres, une longueur de 10,93 m, une surface alaire de 25,60 m², un poids à vide de 4360 kg et une vitesse max au niveau de la mer de 1050 km/h. Restez avec nous car ce n'est que le début d'une aventure aéronautique captivante, plein de mystères et d'innovations. Après le projet précédent, un nouveau développement a vu le jour avec une voilure en flèche pour l'Ouragan. Cette fois-ci, l'objectif est d'atteindre la phase de réalisation. Une voilure plus ambitieuse devait permettre de conserver le fuselage, le moteur et la dérive sans modification. L'allongement était réduit à 4,5 avec une voilure en flèche de 30 degrés à 25% des cordes et une épaisseur relative de 10%. La corde à l'emplanture mesurait 3,10 m. Les essais en soufflerie, réalisés fin 1949, ont donné des résultats suffisamment prometteurs pour que le service technique lance un marché pour la réalisation des voilures en flèche de faible épaisseur à monter sur un fuselage de Dassault Ouragan. C'est le marché 4000/50 daté de février 1950.
En septembre 1950, un nouveau marché est signé pour la création de 2 Marcel Dassault 452, 2 Marcel Dassault 451, un Marcel Dassault 451R et un Marcel Dassault 450 Intercepteur. Un marché sans avenant ne serait pas un marché. Ainsi, en mai 1951, un premier avenant est signé pour régulariser la situation suivante. 2 Marcel Dassault 452, le 01 avec un réacteur Néné et le 02 avec un réacteur Néné mais amélioré. Le MD452 ATAR est le troisième appareil. Le deuxième avenant est établi en septembre 51, indiquant l'ajout de 11 avions de pré-série. En janvier 1952, un troisième avenant voit le jour, avec la précision d'ajouter 15 avions, soit 4 prototypes et 11 avions de pré-série. Comme vous pouvez le constater sur la photo, les avions de pré-série sont la continuité des prototypes pour la numérotation qui va de 05 à 14. En octobre 52, un nouvel avenant précise que l'avion numéro 08 doit être équipé d'un réacteur Pratt & Whitney J48, c'est l'équivalent du T américain, mais nous verrons plus loin qu'il y a eu une deuxième phase de pré-série comprenant 6 avions de 015 à 020. Pourquoi donner le nom de Mystère? À titre anecdotique, le nom Mystère remonte à 1949. Monsieur Dassault l'a expliqué dans son ouvrage Le Talisman. Parmi ses lectures de jeunesse, il appréciait particulièrement les livres de Paul Divoye, aujourd'hui peu connus. L'un de ses ouvrages favoris s'intitulait Le Docteur Mystère. Le grand succès de la firme allait être les mystères sous toutes leurs formes, militaires et civiles, suivis des mirages, également dans diverses configurations. On pourrait même voir dans la première lettre M pour Marcel un véritable talisman. Le Mystère 01 a intégré les bases de son évolution future. Son fuselage, relativement sobre, permettait l'adaptation de plusieurs types de moteurs et offrait un aérodynamisme efficace jusqu'à une vitesse de Mach 0,9 environ. L'installation d'une aile à flèche modérée s'est faite facilement grâce à la construction en caisson du plan central intégré à la structure de l'aile. Ces éléments suggèrent que l'Ouragan était vu comme une étape intermédiaire en entendant l'arrivée des modèles comme le MD452 avec un moteur T ou l'ATAR. Il était donc essentiel de tester rapidement cette nouvelle configuration d'aile. C'est pour cela que le Mystère 01 a été équipé d'un moteur Néné disponible immédiatement. Ce choix permettait en outre de comparer deux cellules équipées du même moteur pour analyser les bénéfices spécifiques de l'aile à conditions égales. La construction a avancé rapidement. L'aile et l'empennage ont été élaborés au début de 1950 avec un fuselage adapté de celui de l'Ouragan. À la fin de l'année, l'appareil achevé à Saint-Cloud a été transporté à Istres, première implantation de Dassault dans cette ville en réponse aux demandes officielles. Cela resterait cependant un cas isolé car la majorité des premiers vols significatifs se dérouleraient à Villaroche, pas très loin de Saint-Cloud, un emplacement plus pratique. Cet appareil hybride ressemblait à un modèle de pré-série de l'Ouragan avec une longueur accrue de 0,35 m au niveau de la section centrale. L'aile a été déplacée vers l'avant pour garder un centrage optimal, compromis par la flèche accrue. Le train principal et le train avant provenaient des premiers ouragans avec le même mécanisme complexe. Le bord de fuite et les gouvernes de l'empennage vertical étaient similaires, mais la flèche du bord d'attaque a été augmentée de 43 à 50 degrés, entraînant une augmentation de plus de 20% de la surface de dérive. L'empennage horizontal, toujours positionné comme à l'origine, avait une flèche augmentée à 32 degrés au lieu des 21 degrés sur 25% des cordes, et une surface augmentée de 10%. L'aile, toujours monobloc, avait une flèche de 32 degrés au bord d'attaque, 30 degrés sur 25% des cordes. Une profondeur de 3,15 m à l'emplanture et de 1,92 m aux extrémités. Le 23 février 1951, Kostya Rozanov effectue le premier vol du Mystère 01, qui dure environ 20 minutes et atteignit une altitude maximale de 500 mètres. Ce vol révéla des difficultés dans le maniement des ailerons à plus de 300 km/h. Après quelques ajustements, un vol suivant permit d'atteindre 3000 mètres à une vitesse de 700 km/h, avec une vitesse au sol approchant les 800 km/h, bien qu'un léger lacet inverse ait été constaté. Au cours du cinquième vol, un test de compressibilité fut réalisé, atteignant Mach 0,81 à une altitude de 9000 mètres, mais l'avion montra des signes d'autoroulis.
Pour le 10e vol, les temps de montée furent enregistrés 1 minute 48 secondes pour 3000 mètres, 7 minutes 34 secondes pour 9000 mètres et 13 minutes 40 secondes pour 12 000 mètres. Ces performances se révélèrent encourageantes en comparaison de l'ouragan. Un piqué à 12 000 mètres permit d'atteindre Mach 0,86, mais des vibrations affectèrent le plan horizontal en raison de la verrière, problème qui fut partiellement résolu en abaissant le plan. Celui-ci fut ensuite allongé et doté de nouveaux équipements. Le 11 mai 1951, lors du 26e vol, Rosanov atteignit Mach 0,87, soit 1040 km/h en vol stabilisé à 2000 mètres. Durant un autre vol à 12 000 mètres, l'Autourou lui réapparut à Mach 0,86, tandis qu'un renversement de profondeur fut détecté à Mach 0,89. Ces problèmes conduisirent à l'idée d'ajouter une servocommande hydraulique irréversible pour optimiser le contrôle de l'appareil. Le Mystère 1 fut présenté au Bourget le 1er juillet 1951, piloté par Kostia-Rosanov. Il sera la star lors du défilé aérien du 14 juillet. Au cours du second semestre de cette année, l'appareil effectua environ 100 vols, recevant des appréciations très favorables de la part des pilotes, y compris ceux d'une mission américaine. Parmi les performances marquantes, une vitesse stabilisée de 1020 km/h et une montée à 12 000 mètres en 12 minutes et 15 secondes furent observées. Le Mystère 01 atteignit Mach 0,95 avec une vitesse de descente de 200 mètres secondes, en compagnie d'un F-86. Le pilote de ce dernier rapporta des vibrations d'aileron à Mach 0,93. Quant à sa manœuvrabilité, le Mystère 1 s'avéra supérieur au F-86A, particulièrement à Mach 0,86 et 12 000 mètres sous une charge de 4,4 G. Cependant, des limitations au niveau des servocommandes, d'une puissance de 350 kg, causèrent des vibrations et un phénomène de wing dropping difficilement maîtrisable. L'appareil offrait une excellente profondeur jusqu'à Mach 0,9, bien qu'une instabilité statique soit apparue dès Mach 0,8. À Mach 0,98, le pilote devait exercer une pression notable sur le manche lors de l'inversion des profondeurs. La gouverne, équipée d'une servocommande Lookid, était agréable à utiliser, bien qu'un léger roulis induit ait été noté entre Mach 0,85 et 0,90. Le décrochage, similaire à celui de l'ouragan, se manifestait de manière abrupte à environ 205 km/h, entraînant une perte d'altitude de 300 à 400 mètres. Les aérofreins manquaient d'efficacité à basse vitesse, et les volets induisaient un léger couple-piqueur. Les performances de décollage et d'atterrissage incluaient un roulage de 525 mètres au décollage et moins de 1000 mètres à l'atterrissage, après une approche à 235 km/h. Au début de 1952, après quelques vols d'identification, l'intérêt pour le Mystère 01 diminua, bien qu'il ait été présenté à une mission brésilienne et à une commission interalliée. Il fut ensuite modifié pour accueillir des réservoirs supplémentaires, augmentant ainsi son autonomie. Malheureusement, lors d'un test de largage en mars 1953, un accident tragique survient. Un réservoir provoque une perte de contrôle de l'avion, entraînant la mort du pilote Charles Monnier, héros de la Seconde Guerre mondiale. À la suite de cet incident, des ajustements furent apportés aux procédures de test, imposant des largages à des altitudes plus sûres et l'introduction de dispositifs d'éjection pour prévenir de tels accidents. Le deuxième prototype est essentiellement une version du Mystère 01, mais équipé du réacteur T. Bien que ses dimensions générales soient similaires à celles de son prédécesseur, il présente une voilure améliorée avec une augmentation de la corde à l'emplature portant la surface à 30,78 m², soit une augmentation de 2,78 m². La flèche à 25% des cordes est maintenant de 30°30. Kostia-Rosanov a effectué le premier vol le 5 avril 1952. Ce vol de 30 minutes a atteint 840 km/h à 850 mètres, montrant une amélioration du gauchissement par rapport au Mystère 01. Les essais suivants ont confirmé un recul significatif de l'Autourou, lui, n'apparaissant qu'à Mach 0,89. Le réservoir de carburant de 1530 litres, 710 litres en voilure et 820 litres en fuselage permet à l'appareil, avec un poids vide de 5660 kg, de décoller à 6320 kg. Les performances de montée étaient comparables à celles du Mystère 01 avec des temps d'atteinte
pour 6000 mètres en 4 minutes 50 secondes et 10 000 mètres en 8 minutes 31 secondes. Les essais de vrille, menés par Gérard Muselli, ont montré que l'appareil restait stable et pouvait arrêter en un tour, même en cas de difficulté. Globalement, le Mystère 2-02 a laissé une impression positive auprès de ses pilotes, avec des caractéristiques de vol nettement supérieures à celles de l'Ouragan, notamment en termes de manœuvrabilité et de sécurité. Le troisième prototype présente des similitudes avec le 02, mais avec des modifications notables. Le fuselage a été allongé de 15 cm et le train avant a été adapté de type Ouragan deuxième tranche, à 2 portes. L'armement a été intégré, l'empennage horizontal rehaussé de 35 mm et l'incidence de la voilure augmentée. La dérive est plus basse de 10 cm et les aérofreins sont agrandis avec une ouverture de 70 degrés. Le premier vol a eu lieu le 2 juillet 1952, piloté toujours par Rosanov. Au total, 10 vols ont été réalisés pour peaufiner les commandes de vol et la pressurisation. Lors d'un vol ultérieur, l'appareil a atteint 40 000 pieds en 12 minutes 43 secondes avec un poids de 7050 kg, démontrant une bonne manœuvrabilité. Le 28 octobre 1952, un événement historique se produit dans le ciel de Melun-Villaroche. Pour la première fois, un avion français franchit le mur du son, marquant le début de l'ère supersonique pour l'aéronautique tricolore. Cet appareil, c'est le Mystère 2, le troisième prototype. Aux commandes ce jour-là, un pilote de l'US Air Force, le major Marion Davis, est l'auteur de ce vol mémorable. Le succès est un premier pas vers de nouvelles frontières pour l'aviation française. Quelques semaines plus tard, le 12 décembre 1952, le commandant Roger Carpentier, pilote d'essai du centre d'essai en vol, devient le premier Français à franchir cette barrière sonore. En quelques mois encore après, le 15 août 1953, Jacqueline Auriol, une pilote d'essai d'exception, réédite cet exploit sur Mystère 2 depuis le centre de Brétigny-sur-Orge. En réalisant ce vol, Auriol devient la première femme en Europe et la deuxième au monde à voler à une vitesse supersonique, après l'américaine Jacqueline Cochran. Les vols suivants ont permis d'évaluer les performances du réacteur T et de tester divers systèmes. Malheureusement, le Mystère 2-03 a été perdu lors d'un vol le 30 mars 1953, tuant son pilote, le capitaine Sarabeus. L'avion a les servocommandes débrayées. Il est entraîné dans un piqué à une vitesse de Mach 0,8, se retourne. Le pilote a subi un fort facteur de charge qui sûrement l'empêche de larguer sa verrière pour s'éjecter. Le quatrième et dernier prototype de la série conserve les lignes de l'Ouragan tout en intégrant plusieurs modifications. Son fuselage a été allongé de 34 cm à l'avant et raccourci de 3 cm à l'arrière, avec un croupion plus renflé. Il présente des ailerons en parallélogramme et un train avant modifié. Le réacteur Attar 101C, qui offre une poussée de 2500 kg, remplace le T, mais sa taille réduite entraîne un surpoids d'environ 200 kg. L'aménagement intérieur a été revu pour augmenter la capacité de carburant à 1750 litres. Armé de 2 canons de 30 mm, son poids à vide atteint 5920 kg. Le premier vol, effectué par Monnier le 29 décembre 1952, a révélé une faible poussée à basse altitude. Les vols suivants ont montré de meilleures performances avec le réacteur Attar 101D, malgré des difficultés telles qu'un comportement instable en vol. Au cours du 5e vol, l'appareil a atteint 20 000 pieds en 4 minutes 52 secondes. En septembre 1953, il atteint 40 000 pieds, bien que des problèmes de fonctionnement du réacteur aient été signalés. Le Mystère 2-04 a servi principalement à tester les réacteurs Attar avec un nombre de vols relativement faible. Des réservoirs supplémentaires ont été ajoutés, mais des problèmes de centrage se sont posés. L'appareil a finalement atteint 50 000 pieds et ne pouvait dépasser Mach 1 en piqué, bien qu'il soit sensible aux ailerons, avec des moments de charnière préoccupants. La phase du prototype a permis de comparer les performances des réacteurs T et Attar. Bien que l'Attar promettait de bonnes performances, sa fiabilité était encore incertaine et sa consommation excessive. Le T, plus fiable et économique, n'offrait pas des performances compétitives avec les standards du moment, notamment ceux du Mystère 4-01 qui volait déjà. Le 5 a été innové avec un train avant amélioré,
facilitant les manœuvres au sol. Le premier vol a eu lieu le 6 novembre 1952, suivi d'ajustements aérodynamiques. Les tests ont révélé des performances solides. Le 5 a atteint 20 000 pieds en 4 minutes 53 secondes, avec une montée à 40 000 pieds en 14 minutes 28 secondes, à un Mach constant de 0,77. Cependant, des vibrations d'ailerons ont nécessité des ajustements aérodynamiques. Les servocommandes, bien qu'indispensables, ont provoqué divers problèmes tels que des blocages en altitude. Les pilotes ont donc été autorisés à débrayer ces systèmes pour un pilotage classique. En juin 1953, des essais supplémentaires ont été réalisés pour évaluer la qualité de vol sans affecter les performances. Le 5 a été présenté au Bourget en juillet 1953, puis équipé d'un réacteur Verdon pour son 56e vol. Ce réacteur a permis de meilleures performances en altitude, atteignant 53 000 pieds. Au total, le 5 a effectué 22 vols avec le Verdon, mais a été reconverti en banc d'essai pour différents réacteurs avant d'être retiré du service après 290 vols en août 1955. Le Mystère 2, le 6e, a effectué son premier vol le 5 novembre 1952, piloté par Monnier. Ce vol initial s'est déroulé sans incident majeur. Des modifications ont été apportées, notamment l'ajout d'un nouveau siège éjectable qui a entraîné des plaintes concernant la visibilité. Lors d'un vol en avril 1953, le pilote a rencontré des vibrations similaires à celles ayant causé un précédent accident. Malheureusement, en mai 1953, une extinction de moteur à 21 000 pieds a contraint le pilote à effectuer un atterrissage d'urgence sur une plage, entraînant la destruction de l'avion. Le 7e, prévu dans la même série, a volé pour la première fois le 5 février 1953. Il se distinguait par l'ajout de canons de 30 mm. Après plusieurs vols d'identification et d'essais, il a été équipé d'un biton ventral pour des enregistrements de tir. Les premiers essais de tir RR ont eu lieu en août 1953, bien que quelques problèmes aient été rencontrés avec le matériel. La visibilité a été améliorée avec une verrière bulbée. Les essais se sont poursuivis jusqu'en fin 1953, révélant des vibrations persistantes à l'arrière du fuselage. En 1954, des performances notables ont été atteintes, notamment un vol à 33 500 pieds à Mach 0,88 avec un poids record. Le Mystère 2 07 a été remis au CEV en novembre 1955, mais ses activités ont été rapidement diminuées par la suite. Le 8e, destiné à recevoir un réacteur Pratt & Whitney J48, a été marqué par des incertitudes concernant sa motorisation. Bien que la cellule ait pu être adaptée pour un moteur T, la décision de poursuivre avec un réacteur Attar avait déjà été prise en octobre 1952. Inachevé, l'appareil a été utilisé comme cellule d'essai statique et certaines de ses pièces sont servies pour d'autres essais, notamment une verrière utilisée dans des tests en soufflerie. Je n'ai donc pas de photo du 8e. Le 9e, dernier modèle équipé du moteur T, a introduit des modifications notables, notamment un empennage redessiné pour améliorer le contrôle de vol. Il a été conçu avec un système de queue à autodébattement, permettant un pilotage entièrement automatisé de la profondeur. Après son premier vol, le 30 juillet 1953, les essais ont révélé que bien que le système fonctionnait, le débattement était insuffisant pour les atterrissages. Les vols suivants ont montré des améliorations dans la gestion des phénomènes aérodynamiques avec une réduction significative du wing dropping. Malgré des performances prometteuses, le 9e a été transféré au CEV en janvier 1955, où il a continué à être testé, notamment pour ses servocommandes, avant que son avenir ne devienne incertain. Le 10e effectue son premier vol le 3 mars 1953. Cet appareil a rencontré de nombreux problèmes de vibration, surtout au régime élevé. Malgré l'installation de modifications comme une arête dorsale, les essais ont révélé des comportements indésirables à des altitudes élevées, conduisant à l'arrêt de certains vols. Le 27 juin 1954, un accident tragique a causé la mort du pilote lors d'une démonstration, à cause d'une défaillance du mécanisme de largage de la verrière. Le 11e, volé pour la première fois le 10 juin 1953, est également équipé d'un Attar 101C. Bien qu'il ait montré des performances aérodynamiques améliorées, des problèmes de réacteur sont apparus. Après un an d'évaluation, il a été équipé d'un Attar 101D1, mais a connu des difficultés de mise en œuvre avant de s'écraser en 1956, entraînant la mort du pilote. Le 12e, décollant le 17 juin 1953, il est doté d'un Attar 101C3 et a des équipements de homing.
Les premiers vols ont mis en lumière des problèmes de vibration. Diverses modifications ont été testées pour réduire ces vibrations avec un certain succès, bien que d'autres problèmes d'inversion de profondeur soient demeurés. Après avoir été transféré au CEAM en 54, il a été finalement arrêté en 56, alors que les avions de série prenaient le relais. Le 13, similaire à ses prédécesseurs, a été conçu exclusivement pour le centre d'essai en vol et n'était pas armé, utilisant à la place du lest pour simuler les canons. Il a effectué son premier vol le 9 juin 1953, piloté par Gérard Museli, avec un réacteur ATAR 101C3A. Une des innovations notables de cet appareil était sa verrière basculante, remplaçant la verrière coulissante des modèles précédents. Bien que l'accès au cockpit sollicite un peu plus de flexibilité, cette conception améliorait la sécurité en cas de largage, car la verrière s'ouvrait facilement sous l'effet des ressorts et de la dépression. Cette nouvelle verrière, au design inspiré des avions américains contemporains, offrait une meilleure visibilité, bien que des problèmes d'éclatement aient été signalés en janvier 1954. Lors de ses essais de performance, il a atteint des altitudes notables, mais ses performances étaient inférieures à celles des versions précédentes équipées du T, avec une consommation de carburant supérieure de 30%. En fin d'année 1953, l'appareil est équipé d'un réacteur ATAR 101D1 et a servi pour des essais d'équipements variés, comme la pressurisation et les systèmes d'oxygène. En décembre 1954, il a été testé avec des réservoirs de 425 litres en bout d'aile, montrant un bon comportement jusqu'à Mach 0,85. Il a probablement cessé ses vols après son 120e vol et a été transféré à l'atelier industriel de l'aéronautique de Clermont-Ferrand pour des formations, où il est resté en exposition statique aux côtés du mystère 4N. Vous pouvez l'admirer aujourd'hui au château de Savigny-les-Bonnes. Le 14e, c'est le dernier de la première présérie. À l'issue de la mission Boyd, des modifications sont apportées, comme l'installation d'une voilure à profil symétrique pour réduire le phénomène de wind dropping. Bien que cela ait amélioré la finesse de l'aile à haute vitesse, des critiques ont émergé quant à l'impact sur les volets et les décrochages. Considéré comme représentatif de la série, le 14e a effectué son premier vol le 18 juillet 1953, piloté par Kostiy-Rozanov. Sa configuration incluait un fuselage similaire à ceux des autres modèles ATAR, un empennage classique et une capacité d'armement. Lors de ses premiers vols, l'appareil a montré une tendance accrue aux vibrations, mais celles-ci se sont révélées moins problématiques à haute altitude. Les essais ont inclus des modifications comme l'ajout d'une arête dorsale et l'ajustement du dièdre qui ont contribué à réduire les vibrations et à améliorer les performances de montée. Le 14 a également été impliqué dans de nombreux essais d'équipement et de systèmes avec des résultats généralement positifs. Cependant, des problèmes de vibration et d'instabilité ont été identifiés, entraînant des modifications successives, notamment des essais avec différents types d'ailerons. En 1954, après plusieurs vols et modifications, l'appareil a subi des dommages mineurs en heurtant un oiseau, mais a continué à servir dans divers essais jusqu'à sa réforme fin 1956. En parallèle, une commande pour des avions ATAR a été passée, conduisant à la construction de la deuxième présérie, comprenant 6 avions, du numéro 15 au numéro 20. Le Mystère 2-15, premier de cette série, a effectué son vol inaugural le 1er août 1953, destiné principalement aux essais de moteur, tandis que le 16 a été affecté au CEAM et a subi un accident en 1955. Le 17e a été conçu pour des essais de largage de charges variées. Il a effectué son premier vol le 9 novembre 1953, piloté par Museli, avec un poids de 7404 kg. Initialement équipé d'un réacteur ATAR 101C3, il a rapidement démontré ses capacités de montée 20 000 pieds en 4 minutes 50 secondes, 30 000 pieds en 7 minutes 40 secondes et 40 000 pieds en 13 minutes 52 secondes. Pour améliorer sa polyvalence, 2 points d'emport ont été installés sous les ailes. Le premier, situé aux 2 tiers de l'envergure, permettait de porter une charge sèche d'environ 250 kg, comme des bombes ou des lance-roquettes. Le second point, plus près du fuselage, pouvait accueillir un réservoir de 200 litres ou de 425 litres, bien que ces derniers aient présenté des défis en termes de vibration. Tous les points d'emport étaient dotés d'éjecteurs pyrotechniques. Les modifications apportées au 17e ont nécessité des renforts dans la voilure.
Entre le 7e et le 8e vol, seuls les premiers points d'emport ont été installés. De septembre 1954 jusqu'à la fin de l'année, des vols de performance ont été réalisés, atteignant même Mach 1, avec des réservoirs de napalm. Bien que l'ajout de charge ait accru la traînée, on a observé que le phénomène de ring dropping se produisait à des vitesses plus élevées, un changement attribuable aux pylônes et aux charges. Des tirs d'armement ont également été effectués, notamment des tests avec des canons et des roquettes T-10. Les résultats étaient prometteurs, mais il était essentiel que l'appareil soit représentatif de la série pour garantir la pertinence des résultats. En septembre 1954, il a été décidé de modifier le 17e pour y installer une voilure standard incluant des ajustements pour les points d'emport ainsi qu'un empennage à dièdre typique de la série. Il a également reçu un ATAR 101D1. Après ces transformations, le 17e a effectué une nouvelle série de vols. Les essais ont révélé des problèmes similaires à ceux rencontrés par les premiers appareils de série, tels que des vibrations au niveau du fuselage arrière. Malgré cela, le largage de charge, y compris des bombes et de réservoirs, se sont déroulés sans incident majeur. En octobre 1955, l'avion a subi une révision majeure, comprenant l'intégration de modifications définitives pour la série. Le 17e a poursuivi ses vols jusqu'à ce qu'il atteigne une configuration proche de celle des avions de série, réussissant des essais d'armement variés jusqu'en 1957. Le 18e vole pour la première fois le 30 décembre 1953. Destiné à être représentatif de la série, il a été équipé d'un des premiers réacteurs ATAR 101D2 et de systèmes de télémétrie pour les tirs. Avec une capacité de carburant de 1630 litres, son poids total en configuration lisse était de 7240 kg. Pour son deuxième vol, il a reçu un empennage horizontal modifié à 12 degrés de dièdre, ce qui ne l'a pas rendu plus performant. Transféré au CEAM après son 17e vol, il a été soumis à des essais variés, notamment avec des réservoirs de 425 litres. Pratiquement arrêté en 1956, le 18e a ensuite été affecté à l'école des mécaniciens de Rochefort en janvier 1957. Les derniers appareils de pré-série, les 19e et 20e, ont été convertis en banc d'essai pour le réacteur ATAR 101F. Destiné à une version de post-combustion pour le Mystère 4B, leur fuselage arrière a été modifié pour accueillir cette nouvelle motorisation, augmentant leur poids et entraînant des ajustements de centrage. Le premier vol du 19e a eu lieu le 21 février 1954. Bien que les premiers essais aient montré des performances limitées, les modifications ultérieures ont permis d'améliorer sa capacité de vol. Cependant, des vibrations importantes et une instabilité ont persisté. Le 20e effectue son premier vol le 22 juillet 1954, piloté par Muselli à Melun-Villaroche. À pleine charge, son poids était de 8040 kg, mais son comportement en vol était insatisfaisant, avec des oscillations et des vibrations notables. L'avion a été équipé de réservoirs de 150 litres aux extrémités des ailes pour prolonger son autonomie, avant même que le 19e ne bénéficie de cette modification. Il a subi plusieurs configurations, mais celles-ci n'ont entraîné qu'un léger déplacement des phénomènes indésirables. Lors de son 12e vol, une solution temporaire a été trouvée avec quelques générateurs de tourbillons. À l'atterrissage, l'avion a touché la piste à 150 nœuds, provoquant l'éclatement de ce pneu sans dommages supplémentaires, ce qui a nécessité un léger renforcement du train d'atterrissage. Malheureusement, il a failli être détruit par un incendie de post-combustion à Istres. Ces derniers vols, début 55, étaient dédiés à l'expérimentation de protection pour la cellule en prévision du Mystère 4 B03. Le développement du Mystère 2 s'inscrit dans un ambitieux plan de rééquipement de l'aviation française. L'Ouragan était considéré comme un modèle temporaire, avec le Mystère 2 comme évolution, utilisant soit le moteur T, soit l'ATAR, en fonction des disponibilités bien sûr. Le plan du 5 octobre 1950 prévoyait la production de 520 Mystère 2 avec moteur T et 540 avec moteur ATAR, avec un lancement prévu des approvisionnements à la fin de 1951. Pour répondre aux objectifs de l'OTAN en 1954, une production de 786 Mystère 2T et 1109 Mystère 2 ATAR était envisagée, avec des cadences de 30 à 40 appareils par mois.
Cette ambition aurait nécessité une collaboration étroite avec les principaux acteurs de l'industrie aéronautique française, notamment la SNKCE, la SNKCO, Breguet et les motoristes comme Hispano-Suiza et Snecma. Toutefois, ces projections étaient jugées irréalistes et contenaient les éléments d'un potentiel échec. Peu de temps après la publication du plan d'octobre 1950, la direction technique de l'industrie aéronautique, la DTIA, fit remonter des inquiétudes sur le choix du moteur dans un rapport adressé au ministre et à l'état-major daté du 16 novembre 1950. La France soutenait fermement le mystère 2T dans le cadre du plan de défense de l'OTAN, préférant cet appareil au Hawker F-348 britannique, le futur Hunter, même si ce dernier offrait selon les prévisions des performances supérieures. Le premier Mister 2T fut livré en octobre 52. Il convient de noter que les premiers essais du Supermarine 535, le futur Swift, semblaient prometteurs, bien que ce modèle ait ensuite connu un échec total. Il est également prévu d'équiper le Mister 2 avec l'armement de l'Ouragan, notamment des canons de 30 mm. Le rapport soulignait par ailleurs que l'ajout de nouveaux équipements, comme le radar de télémétrie et la radio, augmenterait significativement la masse, ce qui réduirait l'autonomie de l'appareil, évidemment. Il est donc recommandé d'utiliser une fréquence UHF identique pour la radio, ainsi qu'un système de navigation amélioré. Ce n'est que le 1er octobre 1954 que le premier exemplaire de série effectua son vol inaugural et seuls 9 appareils furent produits d'ici la fin de cette année. Hormis quelques accessoires du moteur, les canons et la télémétrie radar, les problèmes d'approvisionnement furent limités, à la différence de la situation observée avec l'Ouragan. Après des ajustements initiaux, la production reprit un rythme normal, mais les différences de performance entre les premiers modèles de série et les attentes basées sur les essais se révélèrent significatives. Sur les 25 premiers appareils, seul le numéro 11 fut jugé opérationnel. Une enquête de grande envergure fut alors lancée pour identifier les causes des défaillances, mobilisant Dassault, le centre d'essai en vol et le CEAM. Les ajustements nécessaires furent rapidement identifiés et mis en œuvre par le constructeur dès le mois de mars 1955, permettant de reprendre la production. Les modifications principales incluaient l'installation de nouveaux empennages horizontaux et verticaux similaires à celles du Mystère 4, remplacement de la queue par une version inspirée de celle du Mystère 4 avec un point d'inflexion en queue de trompette, suppression des réservoirs d'extrémité d'aile, laissant une extrémité franche sans son mot de remplacement. En compensation, l'avion fut équipé de réservoirs pendulaires de 625 litres empruntés au Mystère 4A avec un ajustement des volets pour permettre leur installation. L'introduction de nouveaux ailerons avec un bord de fuite épaissi, des ajustements supplémentaires furent nécessaires pour satisfaire aux exigences du gauchissement, ce qui conduisait à réduire leur envergure d'environ 20%. En 1955, 45 avions furent livrés, pour la plupart dans leur version d'origine, avant une remise au standard définitif lors de révisions ultérieures en usine. En 1956, 84 exemplaires du Mystère 2C furent produits et les 12 derniers appareils furent livrés au cours des 2 derniers mois de 1957. Les avions numéros 17 à 22 et 41 à 49, destinés initialement à Israël et finalisés vers la fin de 1955, comportaient des équipements spécifiques tels que des IFF israéliens, un radiocompas et des dispositifs mini-stop Messier pour le train d'atterrissage, ainsi que des points d'attache supplémentaires sous les ailes. Après l'annulation du contrat avec Israël, il fut décidé de verser l'avion numéro 17 au CEV pour des essais de radiocompas et de remettre les appareils numéro 18 à 22 au standard français, en conservant toutefois les points d'emport sous voilure. La livraison de ces appareils à l'armée de l'air fut ainsi retardée jusqu'à début de 1957, tandis que les numéros 41 et 49 furent entièrement remis au standard français avant leur livraison. Les autres appareils destinés à Israël n'étaient pas suffisamment avancés sur la chaîne de production au moment de l'annulation du contrat. Dès le début de sa mise en service, le Mystère 2C a été accueilli avec une certaine réserve, en grande partie en raison de nombreux retards et des limitations qui ont freiné son développement.
Ces retards ont entamé la confiance des unités de combat et du centre d'expérience aérienne militaire qui n'a jamais pu disposer d'un nombre suffisant d'appareils au standard final pour évaluer pleinement ses capacités opérationnelles. Les premières campagnes de tir n'ont pu être conduites de manière adéquate avant le déploiement des unités en service, ce qui a révélé un manque de préparation critique. Les critiques formulées à l'encontre du Mystère 2C concernaient plusieurs aspects techniques et de performance, dont notamment la sensibilité de l'appareil au vent latéral posait des problèmes d'atterrissage, en raison de la voie étroite du train d'atterrissage et des pneus parfois inadaptés. Des doutes persistaient quant à la fiabilité de la verrière, du système de pressurisation et de l'installation d'oxygène, limitant les plafonds d'altitude en opération. En dessous de 15 000 pieds, le Mystère 2C rencontrait des contraintes de vitesse affectant sa performance en interception. À basse altitude, la capacité de charge était limitée et des instabilités de manœuvre, notamment en virage serré, exposaient l'appareil à des risques de surcontrôle. Les servocommandes du Mystère 2C présentaient une tendance au gommage, altérant la précision du pilotage. De plus, une alimentation irrégulière en liquide hydraulique provoquait parfois des passages à vide dans les commandes. En outre, le moteur se montrait relativement gourmand en carburant, obligeant à une surveillance constante du niveau des réservoirs. Des défis concernaient également le siège éjectable, avec des séquences d'éjection encore peu fiables malgré l'amélioration théorique introduite par rapport à l'ouragan. Bien que le Mystère 2C soit équipé d'un radar de télémétrie, celui-ci se révélait souvent capricieux et difficile d'utilisation, en raison de pannes fréquentes et peu d'occasions d'entraînement. Par ailleurs, les canons n'ont été opérationnels que tardivement, entravant l'efficacité de l'appareil comme plateforme de tir. Les limites de disponibilité opérationnelle de l'avion se sont manifestées dès le début. Par exemple, bien que la 10e escadre ait été créée en 1954 pour recevoir les Mystères 2C, elle n'a atteint son effectif théorique qu'à l'été 56, en raison de nombreux retards. De même, à la 5e escadre, la formation sur Mystère 2 n'a commencé qu'en 1955 et seulement avec une dotation réduite en appareils. La carrière opérationnelle du Mystère 2C a été marquée par une disponibilité souvent en deçà des attentes. Parfois, seuls 50% des appareils de chaque escadre étaient en état de voler, et encore moins étaient pleinement capables d'assurer des missions de combat. En 1957, à peine 8 appareils de la 5e escadre étaient jugés disponibles pour des missions opérationnelles sur une dotation théorique de 48 avions. Le Mystère 2 présentait cependant des qualités notables, notamment une maniabilité exceptionnelle, lui permettant de surpasser la plupart des chasseurs de l'époque en combat tournoyant. Bien que la formation et la maintenance aient souffert de ces nombreuses limitations, sa carrière dans l'armée de l'air a permis d'identifier des améliorations nécessaires pour les futurs appareils. En octobre 1957, plusieurs événements précipitent la fin de la carrière du Mystère 2 à Creil. Durant ce mois, une demi-douzaine de pilotes de l'escadron de chasse 310 furent détachés à Mont-de-Marsan pour leur transformation sur le Super Mystère B2. Par ailleurs, le 24 octobre, l'escadron de chasse 110 perd ses avions en vue de sa dissolution effective le 1er novembre. Les deux escadrons restants effectuent leur dernier vol en Mystère 2 le 20 novembre 1957 avant qu'une interdiction de vol définitif ne prenne effet dès le lendemain. L'escadron 310 est ensuite renommé Indice Valois et débute son rééquipement en Super Mystère B2, recevant en mai 58 ses premiers avions. En attendant leur arrivée, certains pilotes de cet escadron vont effectuer des vols sur des Mystère 4A temporairement affectés au 210 Seine entre décembre 1957 et novembre 1958. Les réservoirs largables étaient parfois décorés de motifs comme des gueules de requin sur certains appareils du Indice. En 1956, la 5e escadre qui volait sur Mistral se prépara à remplacer ces appareils par un modèle plus moderne. Un temps envisagé, l'équipement de l'escadre en Mystère 4A fut jugé impossible, car la production était prioritairement allouée à d'autres unités et à l'exportation. Ainsi, la 5e escadre reçut elle aussi des Mystère 2, bien que des pilotes aient été initialement formés sur Mystère 4A à Dijon et à Cambrai. Les premiers Mystère 2, ils arrivèrent à Orange fin août 56 avec l'escadron 3-5 Comtat Vénessin, comme premier rééquipé
totalisant 23 Mystère 2 à fin septembre. L'escadron 2-5 Île-de-France conserva encore ses Mistral jusqu'en janvier 57. Puis, l'escadre fut progressivement dotée de 55 à 60 appareils Mystère 2. Ces avions furent principalement ceux initialement prévus pour l'Israël, tels les numéros 18 à 22, 41 à 49 et 140 à 150. Malgré un effectif en ligne théorique de 48 avions, les services de maintenance et d'approvisionnement furent souvent débordés, provoquant un faible taux de disponibilité opérationnelle. En août 1957, la 5e escadre atteignit un taux de disponibilité supérieur à 50%. Mais les Mystère 2 restèrent peu performants en tir, notamment lors de la campagne de tir de septembre 57 à Cazaux. Un accident fatal entraîna une interdiction prolongée jusqu'en novembre. Par la suite, une interdiction de vol définitive fut appliquée le 28 novembre et les Mystère 2 furent rapidement remplacés par des Mystère 4 à Orange. Outre la 10e et la 5e escadre, quelques autres unités utilisèrent brièvement le Mystère 2, comme le centre d'essai en vol pour des tests de prototypes et de pré-série, et le CEAM de Mont-de-Marsan pour l'expérimentation opérationnelle. Les Mystère 2 furent réformés ou relégués à l'instruction au sol dès le début 1958, comme l'école de l'air a reçu quelques Mystère 2 comme avion d'instruction au sol, comme la base de Rochefort, marquant la fin de la carrière de cet appareil. Face aux nombreuses limitations techniques et aux problèmes de maintenance récurrents, le Mystère 2C n'a jamais atteint un taux de disponibilité opérationnelle satisfaisant. Les essais de tir et d'interception ont été peu concluants, et sa faible autonomie, en mission sans réservoir supplémentaire, constituait une contrainte significative. Les incidents au décollage et à l'atterrissage se sont multipliés, principalement en raison de la vulnérabilité en vent latéral. En raison de ces problèmes, l'état-major a décidé de retirer progressivement les Mystère 2C dès 1958, en commençant par la 10e escadre. Cette décision a été accélérée par des soucis de sécurité liés au siège éjectable. Les derniers appareils ont été définitivement retirés du service en mai 1958, soit moins de 4 ans après leur mise en service, et la majorité a été démantelée ou transférée pour l'instruction statique. Si vous êtes passionné par le Mystère 2, voici quelques possibilités pour l'approcher. Pour une maquette, 3 options s'offrent à vous. La maquette en résine de chez Dugin, la maquette constructeur, il faut compter environ 1000 €, ou une conversion d'une maquette d'Ouragan en Mystère 2, un défi pour les modélistes avertis. En simulateur, le Mystère 2 est disponible sur War Thunder, un grand merci aux développeurs pour leur travail. Et si vous voulez le voir en vrai, le Mystère 2 n'existe plus en état de vol, mais il en reste 5 exemplaires, tous en France, pour les voir de près. Alors vous avez le numéro 13, c'est le modèle de pré-série, il est visible au musée de Savigny-les-Bonnes. Le numéro 52, marqué 10 Lima Foxtrot, est en cours de restauration dans la collection de Monsieur Tournière à Orange. Le 104, identifié 10 Sierra Québec, est stocké au CAEA de Bordeaux-Mérignac. Cet appareil appartient au musée de l'air et de l'espace. Enfin, 2 exemplaires servent de décor extérieur sur les bases aériennes de la base Orange Caritat, donc le 143, immatriculé 5 Whisky Tango, et le dernier sur la base d'Istres, le numéro 147, qui est normalement le 5 Oscar Romeo, mais là il était immatriculé Charlie Mike. Pour approfondir le sujet, je vous recommande vivement quelques lectures de référence qui sauront satisfaire les passionnés d'aviation. Plongez dans le Docavia numéro 13, une mine d'informations incontournable. Mais aussi le livre d'Yves Laurenceau, quant à lui, offre une perspective unique et riche en détails. Et bien sûr, les articles du fanat de l'aviation, restant des lectures captivantes pour tout amateur. À noter également un fascicule de Monsieur Jean-Jacques Petit sur le Mystère 2 qui reprend beaucoup du Docavia pour ceux qui préfèrent un format plus condensé. Pour enrichir mes recherches, je me suis appuyé sur des sources de référence comme le Docavia que je viens de citer, le livre d'Yves Laurenceau et des articles du fanat de l'aviation. Mais ce qui rend ce récit encore plus précieux, ce sont les témoignages oraux. Lorsque j'étais guide au musée de l'air, j'ai eu la chance de côtoyer Paul Reynaud, ancien pilote de chasse sur Mystère 2. Ces récits, empreints de vécu et de passion, ajoutent une dimension unique à cette histoire fascinante. Je tiens à remercier messieurs Jacques Davy, Gilles Demerlet, Jean-Luc Durand, Philippe Grullier, Pascal Lamouré, Yves Laurenceau,
Benoît de Mulder et Daniel Tromer. Pour conclure, le Dassault Mystère 2 représente une étape clé et captivante dans l'histoire de l'aviation française, témoignant des avancées technologiques et stratégiques de son époque. Si ce sujet vous passionne, ne manquez pas de découvrir d'autres vidéos sur la chaîne, notamment celle consacrée au Dassault Ouragan, son prédécesseur, et son rôle essentiel dans l'aviation militaire. Plongez dans nos archives pour revivre les grandes pages de l'histoire de l'aviation, aux côtés de véritables passionnés comme vous. Et restez connectés, d'autres avions légendaires sont à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous, likez et partagez pour ne rien rater des prochaines sorties. Je vous dis à très bientôt les amis. Au revoir.